L'objet de cette vidéo est de mieux comprendre le travail collaboratif et ce qui lui est associé, l'apprentissage collaboratif. Mais d'où vient cette expression collaboratif? N'est-elle pas synonyme de coopératif ou plus largement de collectif? On parle aussi de travail en équipe ou de travail en groupe. En fait, tout cela n'est pas très nouveau. Le travail de groupe est même une caractéristique importante de l'enseignement primaire en France. Une innovation préconisée par l'éducation nouvelle et qui a été progressivement mise en place au XXe siècle. Elle est couramment utilisée. Elle s'est d'ailleurs généralisée dans le primaire et beaucoup moins dans le secondaire. Pourquoi? Les raisons sont simples. Une plus grande capacité des enseignants du primaire à gérer l'espace, réorganiser l'espace classe et gérer le temps, déborder de séquences habituelles de 55 minutes s'il y a besoin, une moins grande dépendance aux contraintes imposées par les disciplines scolaires. Ce travail en groupe peut s'effectuer sur un temps court, une portion de séance, ou plus long, sur plusieurs séances. Les projets peuvent s'étendre également sur une séance ou plus, sous la coordination d'un enseignant. Il y a d'ailleurs un lien entre travail en groupe et en projet et l'utilisation des technologies, les deux se favorisant l'un l'autre. Mais ce travail en groupe s'apprend. Il ne se fait pas tout seul. Il faut comprendre le problème posé ou la tâche à réaliser. Peut-être déterminer des sous-tâches, répartir des rôles, leader, scribe, chercheur d'informations, etc. Ce qu'on appelle la division du travail. Faire des choses, les écrire, voire les dessiner, les représenter, les discuter. Et là, il s'agit d'écouter les autres. Puis, souvent, de rendre compte au groupe classe, etc., etc. Tout cela s'apprend. Il s'agit de comprendre le but, la tâche à réaliser, faire, échanger, s'organiser. Trois dimensions essentielles de l'apprentissage collaboratif: production, communication, coordination. Alors d'où vient le collaboratif? Cela vient essentiellement des projets et de la formation à distance. Comment faire travailler en groupe des personnes qui ne sont pas dans le même lieu en même temps? Puis, retournant à l'éducation, comment effectuer un travail en groupe qui ne se réduit pas au temps de la classe? Ce sont les dispositifs scolaires transdisciplinaires qui ont été créés, comme les itinéraires de découverte ou les travaux personnels encadrés. Ainsi, le collaboratif est une extension du travail en groupe. Il s'agit de l'étendre en prenant en compte différentes distances. Distance spatiale, les personnes qui ne sont pas dans le même lieu. Distance temporelle, elles ne sont pas en même temps. Voire d'autres distances, cognitives, linguistiques, etc. Pour gérer la distance physique, il faut des outils de communication. Pour gérer la distance temporelle, il faut coordonner des traces, des comptes rendus, des représentations partagées. Alors, comment définir la collaboration? Je vais reprendre une définition de Pierre Dinenburg qui a été un peu revue par Chantal Dalloin. On peut dire que la collaboration est une situation dans laquelle des personnes travaillent et communiquent en utilisant des formes d'interaction qui peuvent conduire à la stimulation de mécanismes d'apprentissage. Ainsi, ce n'est pas une méthode, c'est un processus. La collaboration, c'est le mécanisme qui cause l'apprentissage, avec une sorte de contrat entre les membres du groupe qui spécifie les conditions pouvant conduire à des formes d'interaction particulières. Cette situation dite collaborative a différentes caractéristiques. D'abord, une forme d'égalité entre l'ensemble des membres ou une question de symétrie. Symétrie de statut, symétrie de capacité générale, et que tous aient les mêmes outils et puissent accomplir les mêmes actions. Deuxième point, c'est l'objectif commun, le but partagé. Et le troisième, c'est une sorte de division spontanée du travail avec recherche d'interdépendance positive et une répartition des rôles évolutive. Certains distinguent coopération et collaboration, selon justement cette division stricte ou non et constante du travail et les différences possibles de niveau de responsabilité dans la réalisation de l'ensemble des tâches. Dans une vision un peu simple, la collaboration peut ne pas être très utile pour l'apprentissage. En fait, si l'on ne prend pas garde, on peut décomposer une tâche, une production, en un ensemble de sous-tâches que l'on confie chacune à quelqu'un qui a les compétences pour la réaliser.
Cela garantit la réalisation finale, mais qu'auront appris les participants? En général, rien, puisqu'ils se seront contentés de faire ce qu'ils savent déjà faire, et qu'ils ont peu ou pas participé aux autres sous-tâches, et n'auront pas exercé de responsabilité sur la production générale. Quelles sont les interactions dans l'apprentissage collaboratif? Il s'agit dans ces interactions de construire une vision commune et partagée du problème à résoudre, ou de la tâche à réaliser. Il y a une négociation entre les participants pour cette construction, pour maintenir cette conception partagée du problème. Il faut avoir des significations communes. Il faut discuter des stratégies, des propositions qui sont faites, des solutions qui sont avancées. Et il faut coordonner les interventions, gérer la communication. Pour qu'il y ait négociation, il faut effectivement qu'il y ait des désaccords et que la tâche pour cela soit suffisamment complexe. Quel processus? Différents processus peuvent être mis en œuvre. Listons-en certains. Le conflit socio-cognitif, des accords sociaux qui conduisent à des remises en cause. Le conflit doit être verbalisé pour pouvoir favoriser l'apprentissage. L'explication ou l'auto-explication. S'expliquer à soi-même ou expliquer aux autres favorise l'apprentissage. Cette explication conduisant à une certaine interactivité. L'induction. La nécessité de trouver une représentation commune à partir de représentations multiples augmente le degré d'abstraction. Raisonner à partir d'une liste de cas individuels et tenter une généralisation. L'internalisation. Donner un sens aux propositions des autres à travers son propre cadre de référence. Le partage de la charge. La répartition du travail comme principe d'économie peut privilégier les activités métacognitives qui coûtent normalement trop cher. La constitution et le maintien d'une base commune de compréhension mutuelle, processus de mutualisation, action, production d'idées, diagnostic, contrôle de l'état des récepteurs, feedback, procédé de réparation. Une telle collaboration peut se vivre dans des groupes de taille restreinte. Mais qu'en est-il de grands collectifs? Les choses sont un peu plus complexes. Réaliser des productions d'une certaine ampleur nécessite le respect de règles partagées. Je vous renvoie au travail d'Isabelle Quentin sur le fonctionnement des associations d'enseignants. Je vous invite à essayer de comprendre le fonctionnement collectif de Wikipédia. En grand groupe, on peut se contenter d'une simple information. On peut aller plus loin avec la mutualisation. Par exemple, l'échange et le partage des ressources numériques. Mais c'est vraiment quand on ne se contente pas simplement d'accepter ce que d'autres ont fait, mais que l'on prend en compte le point de vue donné par les autres que la collaboration est intéressante et conduit à faire évoluer ses propres représentations et pratiques. Pour terminer, il est sans doute intéressant de collaborer pour apprendre, mais il faut également apprendre à collaborer. Collaborer, travailler en groupe, cela s'apprend. On l'oublie trop souvent. Il faut connaître et maîtriser des outils et des instruments, se coordonner, garder des traces, les échanger, pour partager les mêmes objets sur le projet ou sur la tâche, etc. C'est à la fois technique et social. Comment accepter, comprendre et intégrer le point de vue de l'autre? Si l'on doit gérer de multiples distances, comment coordonner les actions? Comment vérifier ainsi une compréhension partagée d'une question? Si l'expression apprentissage collaboratif est devenue une sorte d'évidence et de nécessité éducative, à quel moment dans la scolarité se préoccupe-t-on d'aider les apprenants à acquérir les savoirs et les compétences nécessaires pour travailler et apprendre de manière collaborative?